Bonjour, bienvenue dans notre vidéo. Toujours nous sommes dans le module sur la demande du consommateur et les notions d'élasticité. Cette fois-ci, nous allons aborder la question des effets substitution et effets revenus. Dans la vidéo précédente, nous avions vu que la variation du prix d'un bien ou d'un service impacte la quantité demandée de ce bien. Et dans cette vidéo, nous allons maintenant nous appesantir sur ce point, voir que le fait que le prix d'un bien varie peut être décomposé en deux effets majeurs, à savoir un effet de substitution et un effet revenu. Et nous sommes partis de l'équilibre initial à travers le programme objectif que nous avions, le programme objectif primal, qui consistait à dire que le consommateur va maximiser son utilité, mais sous contrainte budgétaire. Et à partir de cet équilibre, nous allons obtenir des quantités initiales. Et ces quantités initiales peuvent maintenant être changées, peuvent varier quand le prix d'un des deux biens variait, ce qui va induire un changement dans l'équilibre du consommateur. Donc nous partons de cet équilibre-là. Le programme objectif initial avant variation de prix. Nous supposons que nous sommes à ce niveau avec un revenu initial et des prix initiaux qui sont PX0 et PY. Le 0 en exposant signifie que nous avons un prix initial. Et à partir de ce programme initial, nous avons des quantités initiales qui à l'optimum, à savoir X0 et Y0, qui sont des quantités marshalliennes, des quantités de demande marshallienne, car ces quantités sont en fonction du prix initial PX0, du prix du bien Y, qui peut être un bien complémentaire ou substituable au bien qu'on veut acheter, et du revenu du consommateur. La même chose, la quantité Y0 qui est achetée aussi va dépendre du prix du bien X0 qui peut être complémentaire ou substituable au bien Y0 et le prix du bien Y0 lui-même et du revenu du consommateur. Et nous avons, à la suite de la maximisation de ce programme objectif, de la résolution de ce programme objectif, nous avons ces quantités demandées qui sont des fonctions de demande marshallienne. Donc nous partons de cet équilibre-là, de cet équilibre initial pour faire la statique comparative et essayer d'inférer l'impact de la variation du prix du bien. Et maintenant, nous supposons que le prix du bien a augmenté de telle sorte que nous pouvons écrire que PX0 est plus petit que PX1, ce qui suppose que le nouveau prix a augmenté et le prix initial a augmenté pour atteindre le niveau PX1. Quel que soit le rapport, il suffit seulement que le prix augmente. Ici, on n'a pas besoin d'un ordre de grandeur spécifique. Donc, supposons que le prix a augmenté. Les mêmes réflexions pouvaient être faites si on supposait que le prix avait baissé. Ça ne change pas fondamentalement les données du problème. Maintenant, à partir de cette augmentation de prix, qu'est-ce que nous pouvons inférer? Nous pouvons inférer simplement que le programme objectif final du consommateur va se présenter de la façon suivante. C'est-à-dire que quand le prix varie de P0 pour atteindre P1 avec P1 plus grand que P0, nous pouvons arriver à ce programme final et nous constatons que la contrainte budgétaire intègre le nouveau prix qui est là, et tandis que l'ancienne contrainte budgétaire intègre l'ancien prix. C'est ce qui se passe dans la réalité économique. C'est-à-dire que quand le prix augmente, quand le prix augmente à partir d'un prix initial, il y a un programme initial dont la résolution nous permet d'avoir des quantités initiales. Et quand le prix varie, on a un programme final dont la résolution nous permet d'avoir des quantités finales que nous avons, qui sont aussi des fonctions marshalliennes, mais nous constatons que ces quantités sont fonction du nouveau prix. C'est ce qui se passe quand le prix d'un bien ou d'un service varie. En d'autres termes, quand le prix d'un bien ou d'un service varie, le consommateur
ajuste ses dépenses et part d'un panier initial qu'il avait l'habitude d'acheter pour arriver à un panier final qu'il achètera à la suite de la variation de prix. C'est ce qui se passe. Mais du point de vue, dans l'analyse microéconomique, on peut décomposer le passage du consommateur de ce panier initial-là à ce panier final. Et en décomposant ce passage, nous allons mettre en évidence les deux types d'effets auxquels nous faisons allusion en introduction de cette vidéo, à savoir l'effet revenu et l'effet substitution. Et d'ailleurs, c'est ce que nous verrons à travers cette analyse, surtout si nous supposons que le bien en question est un bien typique. Intuitivement, nous pouvons constater que quand le prix augmente, quittant de P0 pour venir à P1, la quantité demandée va en ce moment baisser. En ce moment, la quantité que la personne va acheter à l'équilibre initial va être plus grande que la quantité qu'il achètera à l'équilibre final. Et ça, c'est ce qui se passe. Maintenant, nous passons à la décomposition de ce passage de l'équilibre initial à l'équilibre final. Donc, le passage de la quantité initiale X0 à la quantité finale X1 peut être décomposé en deux effets. Un effet de substitution et un effet revenu. Et pour faire cette décomposition, dans la théorie économique, il y a deux grandes méthodes, deux méthodes principales. La méthode de Eugène Suluski et la méthode de John Hicks. La méthode d'Eugène Suluski est basée sur un concept, sur une acceptation simple. Elle consiste à supposer que le pouvoir d'achat du consommateur est maintenu constant. En d'autres termes, cette méthode est basée sur le fait que même s'il y a variation du prix du bien, on suppose que le consommateur sera capable d'acheter avant et après variation la même quantité de biens, sinon les mêmes quantités de biens, ou encore accéder au même panier. Tandis que X ne se préoccupe pas de la constance du pouvoir d'achat, mais lui va se focaliser sur la constance du niveau d'utilité. Que même s'il y a variation du prix du bien, il faudrait que le consommateur ait la même satisfaction avant et après variation de prix. Et ce sont ces deux méthodes que nous allons décortiquer une à une, mais nous allons d'abord, dans cette vidéo, exclusivement nous focaliser sur la méthode d'Eugène Suluski, à savoir la méthode qui est basée sur la constance du pouvoir d'achat du consommateur. Et cette méthode permet d'abord de partir de l'équilibre initial. Et vous constatez que cet équilibre initial est obtenu à la suite de la résolution du programme objectif initial, du programme objectif primal initial du consommateur. Et quand le prix est égal au prix initial PX0, et nous avons obtenu ces quantités-là. Et en ce moment, la dépense initiale du consommateur est égale à ce montant-là, où X exposant 0 représente la quantité initiale que le consommateur achète en bien X, et PX0 représente le prix initial fixé sur le marché, Y0 représente la quantité initiale achetée par le consommateur, et PY représente son prix sur le marché. Et nous constatons que une fois que le consommateur maximise son programme initial, il peut, sa fonction de dépense, sinon sa contrainte budgétaire initiale, en fonction des quantités des deux biens achetés, demeure ceci. Et comme la méthode d'Eugène Suluski est basée sur la constance du pouvoir d'achat du consommateur, même si le prix passe de PX0 à PX1, ça veut dire qu'il y a une augmentation de prix dans ces conditions, il faudrait que le consommateur ait accès au même panier, à savoir le panier dans lequel il y a X0 quantité, X0 comme quantité du bien X, et Y0 comme quantité du bien Y.
même après la variation du prix, c'est-à-dire après augmentation du prix. Et c'est ce que la constance nous exige. Et là, en ce moment, Eugène Siliski suppose qu'il est possible d'augmenter le revenu du consommateur dans une éventualité d'augmentation de prix, comme dans ce cas. Mais si le prix avait baissé, il fallait en ce moment diminuer le revenu du consommateur. De telle sorte que le consommateur doit toujours avoir le même panier. Et c'est ce qui fait qu'on crée de manière transitoire ce revenu fictif que nous appelons RF. C'est ce revenu que Eugène Siliski alloue aux consommateurs pour qu'ils puissent accéder aux mêmes biens. Donc vous constatez avec moi que normalement, comme le prix a augmenté, ça veut dire que le revenu fictif doit être supérieur au revenu initial. En d'autres termes, le revenu du consommateur doit augmenter pour le permettre d'avoir accès au même panier que nous avons ici, X0 et Y0. Parce que sans quoi, si le revenu ne varie pas, il ne peut plus acheter, il ne peut plus accéder à ce panier-là. Et c'est ça le point focal de la théorie d'Eugène Siliski. C'est-à-dire que quand le prix du consommateur augmente, il faut une nouvelle dotation de revenus pour le consommateur, en plus bien sûr, parce qu'en ce moment, le revenu fictif doit augmenter. Si par exemple le prix baissait, en ce moment, il fallait diminuer le revenu et le revenu fictif devait être plus petit que le revenu initial. Mais dans le cas d'espèce, nous avons supposé une augmentation de prix, c'est que RF doit être supérieur à R. En d'autres termes, le consommateur doit bénéficier d'une allocation de revenus qui va lui permettre de garder le même niveau de panier que nous avons ici, X0, Y0, auquel il avait accès précédemment quand le prix n'avait pas varié. Et à partir de ce point, toute la question qui se pose est celle de la détermination du revenu fictif. Comment le supplément de revenu qu'on doit donner au consommateur quand le prix du bien augmente, toutes choses égales par ailleurs, ou qu'on doit lui retrancher quand le prix baissait, toutes choses égales par ailleurs. Et pour pouvoir déterminer ce revenu, on fait la variation, on fait le calcul de variation des dépenses. C'est-à-dire que la dépense fictive là, c'est à travers son revenu fictif, moins son revenu initial qui est appréhendé, qui est pris en compte à travers la dépense initiale. Donc en faisant la différence RF que nous avons là et R ici, nous allons trouver le supplément de revenu qu'il faut octroyer aux consommateurs dans une éventualité de hausse de prix, ou encore qu'il faut retrancher dans une baisse de prix quand il s'agit de faire la décomposition. Et c'est ce qui va nous permettre d'arriver à cette situation. La dépense initiale du consommateur, c'est-à-dire la dépense avant variation de prix, est égale à celle-ci. Et le revenu fictif, le supplément de revenu qu'il faut octroyer maintenant, afin que le consommateur puisse avoir le même niveau de panier, le même niveau de consommation, est celui-ci. Vous constatez avec moi que nous avons les mêmes paniers. Et à partir de là, en faisant la différence entre ces deux, cela va nous permettre d'avoir cette relation-là. Ça, c'est RF, qui est égal à cette expression-là, moins R, qui est égal à cette expression-là. Et nous constatons que cette expression et celle-ci vont se simplifier. Et après avoir fait un petit arrangement, on peut mettre le panier initial en facteur. Et nous constatons en ce moment que le revenu qu'il faut allouer au consommateur à la suite de la variation, qui est un revenu fictif que le consommateur n'a pas, mais pour les besoins de l'analyse, Eugène Siliski a songé à créer ce revenu fictif. Et ce revenu fictif-là, s'obtient en prenant le revenu initial plus la quantité initiale que le consommateur
peut acheter avec son revenu initial multiplié par la variation de prix. Maintenant, vous constatez que si la variation de prix est positive, le revenu fictif va être plus grand que le revenu initial. Mais si la variation de prix est négative, le revenu fictif va être plus petit que le revenu initial. C'est ce que nous avions dit, que quand le prix augmente, Suluski exige, la méthode de Suluski exige un octroi de revenu supérieur. Donc le revenu fictif va être égal au revenu initial plus un nombre positif qui est obtenu à travers le calcul de la quantité initiale qui est obtenue par la résolution du programme optimal initial, multiplié par la variation de prix. Comme la variation de prix est positive, donc ce résultat va être plus grand que le revenu initial. Tandis que si le prix baissait, nous constatons en ce moment que le revenu, la variation de prix va être négative. Donc la variation de prix négative multipliée par une quantité positive plus une quantité positive, nous constatons que le revenu fictif va baisser. En ce moment, la baisse du revenu fictif se traduit automatiquement par la baisse de prix. Tandis que la hausse du revenu fictif est traduite par une hausse de prix initial du consommateur. Et à partir de cet instant-là, nous avons le revenu fictif du consommateur. Donc, l'obtention de ce revenu fictif du consommateur peut nous permettre d'arriver à établir ce que nous appelons le programme objectif primal, mais intermédiaire du consommateur. C'est le programme objectif du consommateur qu'on doit résoudre, mais sur la base, cette fois-ci, du revenu fictif. Et vous constatez avec moi que ce revenu fictif intègre, et que cette contrainte budgétaire fictive intègre, dans un premier temps, le revenu fictif qui a été alloué par Suluski et le prix, le nouveau prix du consommateur, c'est-à-dire le prix qui a été fixé à la suite de la variation du prix du bien en question. Et en résolvant ce programme objectif par l'une des méthodes que nous avions évoquées dans nos vidéos précédentes, soit par la méthode économique, soit par la méthode mathématique, nous arrivons à avoir en ce moment les quantités d'équilibre intermédiaire, qui sont des quantités fictives en réalité, qui n'existent pas, mais qu'on introduit dans l'analyse dans le but de pouvoir décomposer l'effet de la variation de prix sur les paniers du consommateur. Et en ce moment, nous arrivons à ces quantités qui sont des fonctions de demande marshallienne, mais qui sont cette fois-ci fonctions. Ce sont des quantités fictives, des quantités intermédiaires, qui sont fonctions du prix, du nouveau prix, c'est-à-dire le prix après variation du prix du bien, et du prix des autres biens qui sont substituables, complémentaires aux biens qu'on veut acheter, et du revenu fictif qui a été alloué par Suluski dans le cadre de cette théorie. Et nous avons les quantités que le consommateur peut acheter en ce moment, X1 et XF et YF. Ça sont les quantités intermédiaires. Pour se résumer, nous sommes partis de l'équilibre initial qui nous a permis d'avoir les quantités initiales X0, Y0. Et quand le prix a augmenté, Suluski doit allouer un revenu fictif supérieur au revenu initial. Et ce revenu initial et ce revenu fictif nous a permis d'avoir cet équilibre intermédiaire-là. Et cet équilibre intermédiaire nous permet maintenant d'inférer ce que nous appelons l'effet de substitution. En d'autres termes, l'effet de substitution s'obtient quand on passe de l'équilibre initial du consommateur à l'équilibre intermédiaire. Et pour pouvoir obtenir l'équilibre intermédiaire, il faut toujours obtenir le revenu fictif. Et le revenu fictif va être supérieur au revenu initial dans l'éventualité d'une augmentation de prix, comme c'est dans notre situation ici. Sinon, il va être inférieur au revenu initial quand le prix du consommateur, quand le prix du bien que le consommateur achète baissait, par exemple. Et nous constatons là, en ce moment, que cet équilibre est obtenu lorsque le consommateur passe de l'équilibre initial à l'équilibre intermédiaire. Sur le bien X, nous constatons que ça va faire XF moins X0. Sur le bien Y, nous constatons que ça fait YF moins
Y0. Et ça va nous permettre d'avoir l'effet substitution, mais qui se définit comme étant le changement que peut opérer un consommateur dans son achat à la suite de la variation du prix, quand ce dernier essaie de remplacer le bien qui est devenu cher par le bien qui est devenu moins cher, et relativement parlant bien sûr. Et cet effet est capté mathématiquement par le passage de l'équilibre initial à l'équilibre intermédiaire, et un équilibre intermédiaire qui est obtenu forcément par la détermination du revenu fictif qui est créé. Et une fois que cet effet substitution est déterminé, on peut passer à l'effet revenu, qui est cette fois-ci obtenu quand le consommateur passe de l'équilibre intermédiaire que nous obtenons à travers le revenu fictif à l'équilibre final, et qui se définit comme étant le changement que le consommateur peut apporter à son panier à la suite de la variation de prix, mais tout en sachant que c'est son pouvoir d'achat qui a varié. Et donc, s'il y a une baisse de pouvoir d'achat, le consommateur se détourne du bien qui est devenu cher et se rabat sur le bien qui est devenu relativement moins cher. Et c'est cette substitution qui est due, cette fois-ci, à la baisse de son pouvoir d'achat est appelé effet de substitution. Et mathématiquement, sinon techniquement, on le calcule, cet effet, par le passage de l'équilibre intermédiaire à l'équilibre final. Et cet effet revenu, pour trouver les conditions de l'équilibre final, il faut simplement résoudre le programme objectif primal, mais cette fois-ci, en ne prenant en compte que le vrai revenu du consommateur, parce que le revenu fictif est un revenu transitoire qui n'existe pas, mais qui a été introduit dans l'analyse pour le besoin de l'analyse dans le but de mettre en évidence l'effet substitution, mais qui est là maintenant, on va prendre le vrai revenu du consommateur, c'est-à-dire son revenu initial, mais qui va prendre en compte cette fois-ci dans une nouvelle contrainte, qui est celle de la contrainte finale et qui intègre le prix final, qui est Px1, qui est supérieur au prix initial. Et en résolvant ce programme objectif final, nous obtenons les quantités finales que nous avons x1 qui sont fonction du prix, x1 qui est fonction du prix P1, du prix du bien y qu'il est soit substituable ou complémentaire, et du revenu, et y1 aussi idem. Et à partir des quantités que nous obtenons là à travers la résolution de ce programme objectif primal, nous obtenons en ce moment les quantités finales que nous avons. Et une fois que nous avons ces quantités finales, nous pouvons en ce moment arriver à obtenir les effets, l'effet qui est capté par la variation du pouvoir d'achat. Et nous constatons que cet effet est capté quand le consommateur quitte l'équilibre intermédiaire XF, les quantités XF et YF, vers l'équilibre final. Donc en faisant la différence entre les quantités intermédiaires obtenues et les quantités finales, nous obtenons en ce moment les conditions liées à l'effet revenu. Et à partir de là, nous pouvons calculer l'effet total. L'effet total, c'est quoi? Ce n'est autre chose que la somme des deux effets, à savoir l'effet substitution, qui capte le changement de comportement du consommateur en termes d'achat qui est dû à la variation du prix, plus l'effet revenu qui capte le comportement le changement de comportement du consommateur en termes d'acquisition de biens et services, mais consécutif à la variation de son pouvoir d'achat. Et en ce moment, en faisant la somme de ces deux effets-là, l'effet substitution et l'effet revenu, nous aurons en ce moment l'effet total. Comme l'effet substitution est calculé par la différence entre les conditions d'équilibre initial et celles de l'équilibre intermédiaire, et que l'effet revenu est capté par la variation entre l'équilibre final et l'équilibre intermédiaire, nous constatons que les XF vont se simplifier
et nous verrons que l'effet total s'obtient simplement en faisant la différence entre les quantités, la quantité initiale sur le bien X et la quantité finale sur le bien Y. En d'autres termes, en résolvant le programme objectif final et le programme objectif initial, en faisant la différence entre les différentes quantités, on trouve les différents effets sur les deux biens. Et c'est ce que nous venons de voir à travers cet effet. Maintenant, cette détermination, nous pouvons la récapituler à travers ce plan suivant. Et nous avons un premier équilibre qui n'est autre chose que l'équilibre initial. La résolution de cet équilibre initial nous permet d'avoir les quantités initiales, X0, Y0, et ça c'est avant variation du prix du bien. Et une fois que le prix varie, nous pouvons mettre en évidence d'abord ce premier équilibre avant la variation du prix. Ce premier équilibre est obtenu à la suite, on peut la représenter dans ce plan. Nous constatons que la courbe verte que nous avons là, cette courbe verte représente en réalité cette contrainte budgétaire. On constate que quand par exemple X est égal à 0, Y va faire R sur PY, c'est ce que nous constatons là. Tandis que si Y est égal à 0, nous constatons que en ce moment, X va faire R sur PX0. Et à partir de là, nous avons l'équilibre initial qui va avec X0. Et cet équilibre est associé à la courbe d'indifférence X0. Et cette courbe d'indifférence X0 est associée à ces différents équilibres Y0 et X0 que nous avons là. Maintenant, il y a un équilibre intermédiaire que nous pouvons avoir. Cet équilibre intermédiaire est obtenu par la maximisation de la fonction d'utilité que nous avions dès le départ, sous contrainte du revenu fictif, qui va prendre en compte une nouvelle courbe de contrainte pour donner en ce moment les quantités intermédiaires. Et nous disons en passant que ces quantités sont des quantités fictives que le consommateur ne peut pas acheter, mais en tenant compte de la philosophie, de la théorie d'Eugène Slutsky, le revenu fictif est alloué dans le but de permettre au consommateur d'accéder à ce panier-là, et ce qui va nous permettre maintenant d'avoir cet équilibre-là ici. Et qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que au niveau des deux équilibres, les pentes ne sont pas les mêmes. Donc les pentes n'étant pas identiques, ce qui va faire que les deux courbes vont être séquentes, et c'est ce qui fait que la nouvelle contrainte va être tangente à une autre courbe d'indifférence, et nous avons en ce moment l'équilibre à ce point-là où on a YF et XF, YF, ce qui nous permet d'avoir un nouvel équilibre qu'on va appeler l'équilibre transitoire ou encore l'équilibre intermédiaire. Et le passage de cet équilibre-là à cet équilibre, c'est ce qui traduit l'effet de substitution. C'est-à-dire quand on quitte cet équilibre pour être là, on est dans l'effet substitution. Et ça veut dire qu'on quitte X0 pour venir à XF, ou encore on quitte Y0 là, Y0 ici pour venir à YF. C'est ce passage qu'on appelle l'équilibre, qu'on appelle l'effet substitution dû à la variation de prix, qui n'est autre chose que par définition le changement de comportement qui est apporté au panier du consommateur quand ce dernier remplace le bien qui est devenu relativement moins cher, et le bien qui est devenu relativement plus cher par le bien qui est devenu relativement moins cher. Donc ça c'est le premier passage. Et le troisième équilibre que nous aurons n'est autre chose que l'équilibre final. Et cet équilibre final est l'équilibre réel du consommateur, parce que nous avions dit que cet équilibre est un équilibre fictif qui est créé pour les besoins de notre analyse là. Et en ce moment, nous aurons que cet équilibre prend en compte le même revenu que le revenu initial, mais intègre le nouveau prix. Et à partir de là, nous avons un nouvel équilibre qui intègre X1, Y1. Et graphiquement, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que l'équilibre intermédiaire et l'équilibre final ont la même pente.
Elles ont presque les mêmes contraintes budgétaires, la différence se résume là, mais comme la variation du revenu n'impacte pas la pente, donc nous constatons que les deux vont avoir la même pente. Donc on va constater en ce moment que les deux courbes vont être parallèles. On constate ça, c'est l'équilibre intermédiaire en jaune et nous avons l'équilibre final en rouge. On constate que les deux contraintes sont parallèles. Et ce nouveau programme objectif qui est le programme final va nous permettre d'avoir cet équilibre-là qu'on va appeler l'équilibre final. Et en ce moment, le passage de cet équilibre-là, intermédiaire ou encore équilibre fictif, à cet équilibre final, c'est ce passage qui capte l'effet revenu, qui est par définition le changement de comportement dans l'achat du panier du consommateur, quand celui-ci remplace le bien qui est devenu plus cher, relativement plus cher, par un bien qui est devenu relativement moins cher, mais ce changement est dû à un changement de son pouvoir d'achat, d'où la terminologie d'effet revenu. Donc nous constatons là que le passage, nous avons sur ce tableau les trois équilibres, le passage de l'équilibre initial à l'équilibre intermédiaire ici est appelé effet substitution, et le passage de cet équilibre vers cet équilibre est appelé effet revenu. Ou en d'autres termes, le passage de x0 à xf capte l'effet revenu, l'effet substitution, et le passage de xf à x1 capte l'effet revenu. Et cela va nous permettre de mettre en évidence les trois effets sur le même graphe. Et nous constatons que ces deux effets permettent d'arriver ces trois effets permettent ces deux effets, disons, sont mis en évidence par la décomposition à travers le passage de l'équilibre initial jusqu'à l'équilibre final, mais en passant par l'équilibre transitoire ou encore l'équilibre intermédiaire. Et maintenant, nous passons à la méthode de X. La méthode de X permet d'arriver à une analyse qui se fait à utilité constante. Cette méthode permet de se dire que même si le panier du consommateur changeait à la suite de la variation de prix, mais il faut faire en sorte que le consommateur ait le même niveau d'utilité. Et c'est la même dynamique que pour X, mais sauf que la détermination de revenus fictifs varie. Nous partons de ce revenu, de ce programme objectif initial, qu'on a ici P0, et cela va nous permettre d'avoir des quantités optimales X0, et ces quantités optimales X0, Y0 peuvent nous permettre d'avoir un niveau d'utilité I0. Donc même si le prix variait, le consommateur doit avoir le même niveau d'utilité. Ça, c'est le principe. Tandis que chez Suliski, il devait accéder au même panier, mais en ayant le même pouvoir d'achat. Ici, ce n'est pas le pouvoir d'achat qui est visé, c'est la constance de l'utilité. Donc, la résolution de ce programme nous permet d'avoir cet équilibre initial, et cet équilibre initial est associé à un niveau d'utilité que nous devons supposer constante, quelle que soit la situation. Et maintenant, si le prix variait, qu'est-ce qui va se passer? Que le consommateur, il doit garder le même niveau d'utilité. Donc, on va raisonner de telle sorte que la contrainte budgétaire intermédiaire soit tangente à cette courbe d'utilité. Et cela, le point de tangence entre cette courbe d'utilité et la contrainte budgétaire transitoire qui intègre le prix, le nouveau prix après variation, les deux doivent avoir la même pente. C'est-à-dire que la pente de cette courbe, de la courbe d'indifférence associée à ce niveau d'utilité doit être égale à la pente de la nouvelle contrainte budgétaire qui est la nouvelle contrainte transitoire. Et à partir de cet élément, à partir de cette égalité, nous pouvons inférer les revenus transitoires xiens qui va nous permettre maintenant d'avoir les quantités optimales là. Et qu'est-ce qui se passe? Nous constatons que ce revenu transitoire là aura une pente qui est différente
de la contrainte budgétaire initiale que nous avions vue. Donc, en maximisant, en résolvant ce programme objectif, et cela va nous permettre d'avoir encore les quantités fictives ou encore les quantités transitoires. Et la détermination de ce revenu fictif, qui se trouve au cœur de notre dispositif, passe obligatoirement par l'égalité entre la pente de cette courbe, de la courbe d'indifférence associée à ce niveau d'utilité obtenu par les quantités initiales x0, y0 et la pente de cette contrainte budgétaire. Et à partir de là, nous pouvons trouver RH, qui n'est autre chose que le revenu transitoire xien. Et ce revenu transitoire, une fois connu, permet de bâtir ce programme objectif intermédiaire qui va nous permettre d'arriver à ces quantités optimales et transitoires. Et vous conviendrez avec moi que le passage de l'équilibre initial à l'équilibre transitoire va capter l'effet de substitution xien, et le passage de l'équilibre transitoire à l'équilibre final va nous permettre d'avoir l'effet des revenus. Et nous constatons que le programme objectif final, qui va toujours intégrer le vrai revenu du consommateur et le prix après variation, va nous permettre d'avoir les quantités finales. Et nous avons en ce moment l'effet revenu xien. Et cela va nous permettre en ce moment d'arriver à la conclusion que quand le revenu varie, quand le prix varie, les quantités optimales peuvent varier. Et ce sont ces mots qui mettent fin à notre vidéo. Et nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle vidéo qui va s'appesantir sur d'autres situations.